Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Pride Podcast. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple au singulier comme le nom du podcast, ou par mail sur tranchedecouple@gmail.com. Et puis, comme d'habitude, on vous invite à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux pour accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi nous aider à garder la motive. On est bientôt à 4000 téléchargements d'épisodes, alors allez-y, partagez. On ne lâche rien. Alors oui, on va peut-être revenir un peu sur la thématique de ce podcast. On vous avait prévenu la semaine dernière que le mois de mai, c'était pour nous un mois un peu thématique pour nos podcasts. On a eu l'Euro-podcast et puis on a maintenant ce Pride Podcast. Le Pride Podcast, notre objectif ici, c'est de parler un peu communauté LGBTQIA+, les droits de cette communauté, comment ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les actualités. On va pas se mentir, certaines actualités ne sont pas forcément très réjouissantes. Ne partez pas après nos premières actualités. On réserve des nouvelles aussi plus positives sur la suite du podcast. Et puis, pourquoi est-ce qu'on le fait aussi en mai ? C'est parce que à partir de, en gros, maintenant, commence le temps des marches des fiertés, la Pride, comme le nom de ce podcast. Et c'est le moment où la communauté LGBTQIA+, dans sa diversité, se retrouve, célèbre avec tout le monde, parce que c'est pas que réservé aux membres de cette communauté. La possibilité, c'est un moment de joie, de célébrer qui on est, de montrer que cette communauté de donner un peu de existe, de donner de la visibilité, de continuer à travailler sur les sujets importants que sont la visibilité, l'égalité, la prise en compte des spécificités, les droits en règle générale, et on sait qu'il y a beaucoup de travail encore partout autour de ça. Et on voulait commencer ce podcast par l'actualité et la situation des personnes LGBTQI+, en Ukraine. La guerre, comme partout en effet, a frappé l'ensemble des populations, frappe l'ensemble des populations locales à des degrés divers, mais les populations les plus fragiles et les plus à risque avant la guerre sont aussi celles qui sont les plus touchées par ces changements brutaux. Les LGBT partout dans le monde ne sont pas épargnés. Et en ce moment en Ukraine, ils et elles luttent littéralement pour leur vie et leur survie. Il faut savoir que les hommes entre 18 et 60 ans sont en effet interdits de quitter le territoire et doivent s'enregistrer pour être possiblement appelés sous les armes pour lutter contre l'invasion russe. L'Ukraine est un pays où il y a eu au cours des années passées une vraie volonté de lutter contre les discriminations et d'offrir un semblant de sécurité aux personnes LGBT, notamment vis-à-vis des personnes transgenres, notamment sur les discriminations à l'embauche. Il y a des lois qui sont passées avec le gouvernement Zelensky depuis 2019 ou qui sont en cours qui étaient en cours de travail avant la guerre. Ça n'est pas un pays fondamentalement ouvert encore comme peuvent l'être les pays européens de l'Ouest européen, mais l'Ukraine reste le pays le plus en avance sur ce sujet-là parmi les ex-membres de l'URSS, avec la volonté de mettre en place une vraie société qui respecte les droits des personnes LGBT. Un article du média en ligne spécialisé Peak News présente d'ailleurs le sort d'un couple gay ukrainien, tous deux appelés à combattre, et qui rappelle que la situation en Ukraine était déjà avant la guerre compliquée, même si les choses s'améliorent petit à petit. Ils ont été eux-mêmes agressés en plein jour il y a à peine quelques mois avant le début de la guerre et sont aujourd'hui engagés dans l'armée où ils vivent et survivent aussi parce qu'ils ont la chance d'être ensemble, d'être appelés ensemble et appellent la nation ukrainienne à faire son propre coming out. Alors, on ne s'imagine pas qu'ils sont officiellement ensemble aux yeux de l'armée puisque là-bas c'est le Don't Ask, Don't Tell qui existe aux États-Unis jusqu'à il y a quelques années qui prévaut, mais néanmoins ils sont ensemble ils sont appelés ensemble. En cela, l'attitude de la Russie, ouvertement haineuse et contre toute avancée sociale, est inquiétante puisqu'on doit craindre que les territoires ukrainiens occupés par la même Russie, la Crimée, le Donbass, deviennent aussi hostiles aux personnes LGBT
autant hostile que l'est aujourd'hui la Russie, en fait, dont les dernières politiques mises en place au cours des 10 dernières années ne laissent aucun doute sur l'objectif final, qui est d'éliminer d'une façon ou d'une autre toute évocation et toute personne relative à ce sujet. C'est notamment le cas pour les personnes trans qui voient leur parcours lorsqu'elles sont réfugiées se compliquer considérablement quand leur apparence ne correspond pas ou plus à celle qui est inscrite sur leur document officiel, ce qui aurait été un relatif non-problème sous gouvernement ukrainien devient un risque mortel sous l'armée russe ou les milices pro-russes qui emploient les mêmes méthodes sanguinaires. Elles sont livrées encore plus que les autres à elles-mêmes et susceptibles d'être violées, violentées ou de subir des discriminations. Et en plus, le problème des personnes trans, du fait de la mobilisation dont tu as parlé, c'est qu'aujourd'hui, les femmes trans qui veulent quitter le territoire pour aller se réfugier en Europe, en fait, sont bloquées à la frontière, puisque si leurs papiers ne correspondent pas et indiquent qu'elles sont encore un homme, qui est le sexe qui leur a été attribué à la naissance, à ce moment-là, elles sont concernées par la mobilisation et donc en fait, elles se retrouvent bloquées à la frontière. Tout à fait. Notons pour finir sur une touche un peu plus positive que la marche des fiertés de Kiev, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années à plus ou moins grande échelle, sera cette année accueillie en raison du contexte par l'organisation de la Pride de Varsovie en Pologne le 25 juin prochain. C'est à double titre un beau symbole. D'abord parce que c'est un symbole de collaboration entre les associations organisatrices de la Pride en Ukraine et en Pologne, mais aussi parce qu'on sait que la Pologne n'est pas forcément le pays le plus en avance en matière de droits et des évolutions de société pour les personnes LGBT, mais c'est un pays où il y a des personnes qui se battent au quotidien et très fortement pour que ces droits soient respectés et s'améliorent d'année en année. Ils donnent le maximum, bravo à eux, et on espère que les choses vont aller mieux pour toutes et pour tous dans les mois et les années à venir. Si ça peut contribuer aussi à faire de la visibilité en Pologne, parce que du coup, ça sera une manifestation qui sera peut-être aussi avec un sens politique encore plus important et peut-être une attention plus importante, eh ben, c'est une très bonne chose. Absolument. Alors, pour cette deuxième actu, on voulait vous emmener faire un tour du côté de l'Afghanistan. On vous en avait déjà parlé l'été dernier, lors de la reprise du pouvoir des talibans. Le changement de régime était une très mauvaise nouvelle pour les femmes, mais aussi pour les minorités, et en particulier les LGBTQIA+, parce qu'on le sait, les talibans appliquent en fait la charia complètement. Donc les talibans poursuivent depuis la reprise du pouvoir un agenda actif de persécution et de meurtre des personnes LGBTQIA+, qu'ils considèrent comme déviants, et donc à éliminer tout simplement. Et donc la population est en fait encouragée à agir en ce sens. À l'époque, la désorganisation et la rapidité de l'évacuation n'avaient pas permis d'inclure toutes ces populations fragiles dans les vols limités, et de nombreux LGBTQIA+ s'étaient retrouvés à se cacher, en particulier de leur propre famille. Alors franchement, ça dépasse tout entendement, surtout quand on sait que précédemment, c'était quand même assez libéré sous le précédent régime. En tout cas, bon, c'était pas non plus comme relativiser, mais les choses avançaient comme dans le Marais à Paris, sens. Mais en tout cas, il y avait la possibilité, en tout cas, d'avoir des communautés underground LGBT, des bars et tout ça, et donc il y avait une relative vie souterraine qui était quand même possible. Alors à l'époque, il n'y avait pas comment on dit de chasse à l'homme systématique sur les personnes LGBT en tout cas. En particulier dans la capitale, c'est sûr que dès qu'on allait un peu plus dans les campagnes, c'était un peu différent. Alors à l'époque de l'évacuation massive, il y a eu des campagnes de financement pour aider ces personnes à quitter l'Afghanistan et les relocaliser dans des pays où elles pouvaient être elles-mêmes tout simplement. Et des associations et des personnes étaient en lien avec les LGBTQIA+ d'Afghanistan, qui malheureusement n'avaient pas pu rester et qui se cachaient pour voir comment les aider en gros à survivre et idéalement à pouvoir les faire sortir d'Afghanistan. Alors 9 mois plus tard, on vient d'apprendre dans un article qui a été publié sur un site spécialisé que 59 réfugiés LGBTQIA+ afghans ont été relocalisés au Canada après avoir réussi à atteindre Islamabad fin avril. C'est l'activiste américain Nemat Sadat qui a annoncé cette excellente nouvelle début mai. Ces 59 réfugiés font partie d'une liste de plus de 1000 Afghans pour lequel cet activiste s'était engagé. Et il explique qu'en fait, il y a eu une fenêtre d'opportunité avec la fin du Ramadan et le début de l'Aïd qui ont offert une couverture idéale pour cette opération de relocalisation.
puisque en fait, au moment de ces fêtes, du coup, il y a aussi pas mal de mouvements de population, donc c'est un peu plus facile de se cacher et d'agir dans ce contexte. L'un des réfugiés de ce groupe est un homme trans de 26 ans qui témoigne dans l'article dont je parlais, qu'on pourra d'ailleurs vous reposter, même si il est en anglais. Il explique que sa vie était en danger, car des membres de sa famille l'avaient menacé et battu à plusieurs reprises. Donc après avoir réussi à quitter l'Afghanistan, il est resté dans une cachette au Pakistan avant de pouvoir s'envoler vers le Canada, où il exprime sa joie de enfin pouvoir vivre en sécurité et en liberté. Un sentiment vraiment nouveau pour lui, et en particulier cette sécurité et cette sérénité qu'il n'avait finalement jamais ressentie. Alors on voulait profiter de ce Pride Podcast pour rendre hommage à cet activiste qui a réussi dans les 8 derniers mois à relocaliser au total 82 réfugiés LGBTQIA+ d'Afghanistan, en Irlande, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Canada, mais aussi appeler votre attention sur le fait qu'il reste encore 1000 personnes sur sa liste qui sont toujours en Afghanistan et environ 200 qui ont pu quitter l'Afghanistan mais qui ne sont toujours pas en sécurité, qui se trouvent à Abu Dhabi, en Iran, en Inde ou au Pakistan et pour lesquels il faut aussi réussir à trouver des solutions pérennes. Et toi, Max, tu apportes aussi ta petite pierre à l'édifice. Voilà, comment dire, ce sujet me touche particulièrement parce que dans le cadre du refuge à Bruxelles, en fait, on voit qu'on accueille, donc le refuge n'accueille pas seulement des jeunes qui ont été foutus dehors de chez eux alors qu'ils vivent en Belgique, mais aussi qu'il y a de plus en plus des réfugiés LGBTQIA+, des trans en particulier, qui arrivent en Belgique et qui sont en fait accueillis grâce à ces structures. Et c'est vrai que je mesure l'importance peut-être encore plus à la fois de la chance qu'on a de vivre dans un pays et dans une union globalement, même si c'est pas à tous les mêmes niveaux, mais globalement qui accueille... Même une Pride à Varsovie qui a accueilli 80 000 personnes l'année dernière, donc on n'est pas sur des tout petits événements. Voilà, mais donc en tout cas, voilà, dans une Union européenne qui offre un cadre et des droits à ces personnes, mais aussi qui sait accueillir ces personnes qui, en plus, déjà ont dû fuir leur pays, mais aussi dont le parcours qui les a conduits vers les pays occidentaux a pu aussi être violent, parfois aussi violent que dans leur pays d'origine. Et donc, voilà, vraiment, nous tenions à saluer tous ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, à la fois comme cet activiste dont on a parlé, pour vraiment faire sortir ces personnes d'Afghanistan. Et vous pouvez aussi faire des dons parce que tout ça coûte de l'argent, bien sûr. Et puis, de manière locale, contribuer à l'accueil de ces réfugiés. Merci, Max. Alors, 2 petites brèves pour terminer cette rubrique Actu. Une première brève qui n'est pas très positive, mais qui nous rappelle qu'aujourd'hui, le taux de suicide chez les jeunes LGBT, et en particulier chez les trans, était plus important beaucoup plus important que dans l'ensemble de la population, que la transphobie tue toujours de nos jours, et l'homophobie aussi. On a appris que le 13 mai, qu'un élève transgenre âgé de 15 ans avait décidé d'en finir en se suicidant du 3e étage de son lycée au Mans. C'est dramatique, et on voulait aussi porter votre attention là-dessus, et que vous portiez votre attention sur toutes les personnes, en particulier les jeunes, mais toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir quelque chose à vous dire, ou qui peuvent avoir un message à porter et qui ont besoin d'être entendus, écoutés et soutenus surtout, même si parfois on sent des choses qui ne sont pas forcément des très gros signaux, mais il faut être attentif aussi à ce genre de signaux. Et chaque geste compte, et voilà, si vous entendez des insultes homophobes dans la rue, si vous voyez qu'il y a une personne qui se fait harceler dans l'environnement où vous êtes, n'hésitez pas à parler, à dire stop, à montrer que c'est pas acceptable. Et cette personne-là... et à vous enquérir de cette personne, sans forcément prendre de risques pour vous, si jamais les agresseurs sont des petites frappes à la masculinité fragile, n'est-ce pas? Mais c'est pas toujours des mecs d'ailleurs, il faut le dire. Mais enfin bref, n'hésitez pas à aller voir aussi la personne après et à lui demander comment ça va, et
Voilà, c'est aussi ça, le petit geste qui fait la différence. Tout à fait. Et dans l'actualité encore, aux États-Unis... Plus positif. Ça fait aussi partie de l'actualité. Voilà, on a eu donc la Ligue nationale de football. Il y a un premier joueur qui vient d'une famille homoparentale et ça a fait des articles et on en est très heureux. Tout à fait. Donc, c'est l'un parmi 5 enfants. Trey McBride, 22 ans, a déclaré dans une interview à Today que ses mamans avaient fait un super travail en le poussant à devenir le meilleur de lui-même, le meilleur possible, avec leur soutien et leur amour constant. Et toujours dans le sport... Les Jeux Olympiques de Pékin, qui se sont tenus dans des circonstances compliquées dont on vous avait parlé à l'époque, ont vu le plus important contingent d'athlètes officiellement LGBTQIA+, envoyés à des JO d'hiver. Les temps changent doucement, et les mentalités aussi. Malheureusement, pas sûr cependant que le Qatar soit aussi accueillant pour la Coupe du Monde de football. Un sport pas singulièrement connu pour son ouverture d'ailleurs, même si la Ligue de football a fait une campagne en ce moment sur la lutte contre l'homophobie. C'est un sport qui travaille dessus, pour le coup. Voilà, on peut quand même reconnaître ça, mais il y a beaucoup de travail chez les supporters et dans les équipes de foot en particulier. Merci Max. Alors Guillaume, c'est toi qui nous fais le point Belgitude et tu nous parles de l'inclusion des LGBT à Bruxelles. Oui, alors on va vous parler effectivement de ce sujet sur la Belgique. 2 choses. Une première qui montre que tout n'est pas gagné, puisque la Belgique, pourtant en pointe sur les questions de société, a annoncé récemment que le délai d'abstinence requis pour les homos pour pouvoir donner leur sang devrait en principe, je dis bien principe, en Belgique le principe parfois peut prendre du temps, passer de 12 à 4 mois dans le courant de l'année 2023. Autant vous dire que, en ce qui me concerne, ce sera 100 mois. Et à côté de ça, je voulais aussi vous parler d'une initiative du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale qui a adopté début février un plan pour mettre en place une meilleure inclusion des personnes LGBTQIA+, composé de 35 actions considérées comme concrètes. Ces mesures sont liées à une récente publication notamment de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, FRA, qui demandait des mesures énergiques pour favoriser l'inclusion de toutes et de tous. Pour rappel, 2 chiffres, 66% des personnes interrogées lors d'un sondage évitent de se tenir la main en public et 27% évitent certains endroits par peur d'une agression. On vous en reparlera dans notre partie couple, mais voilà, ça donne une idée. Ce sont des mesures qui ont été inspirées par le secteur associatif à l'issue d'une première étude en 2021. Un certain nombre de sujets ont été couverts et des propositions ont été faites. Le plan couvre l'ensemble des compétences du gouvernement régional, soit l'égalité des chances, le logement, la fonction publique et les pouvoirs locaux, l'emploi, la prévention, la sécurité, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la mobilité, la recherche scientifique, l'image de Bruxelles et les relations internationales, le sport, la santé et enfin les familles. C'est une bonne nouvelle ça. Absolument. Il est suivi par la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Nawal Benamou, et par un partenaire externe, l'objectif étant de tirer les premières conclusions du plan courant 2023. On vous mettra sur nos réseaux sociaux le lien vers le document qui reprend l'ensemble des mesures avec précision ainsi que l'historique et la méthodologie si cela vous intéresse de savoir comment ça va se passer. Eh ben écoute, on est super ravis et on vous parlera de la mise en place de ce plan et des résultats quand on aura les retours. Mais en tout cas, c'est chouette de savoir que cette action est menée à Bruxelles. Tout à fait. Prochaine rubrique, c'est la vie de couple. Eh ben oui, vie de couple aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va vous parler de notre vie parce que évidemment ce podcast, le podcast en général évidemment nous concerne, on va pas se mentir, mais celui-là nous concerne encore plus et on y est très attaché. Mais comment on est concerné ? Enfin, je comprends pas. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et Max, tu veux peut-être commencer par un sujet dont on vous a parlé, pas nécessairement sur ce sujet en particulier, mais en règle générale, c'est la liberté de circulation et de s'installer au sein de l'Union européenne. Et oui, parce que l'Europe, on vous en parlait un petit peu la dernière fois des libertés, et quand on est un couple, et encore plus quand on est un couple de même sexe, eh bien, voilà, c'est une question. Comment est-ce qu'on peut être reconnu ou est-ce que ça va poser des difficultés ? On l'a dit, les législations sont différentes selon les pays. Donc, pour rappel, l'Union européenne, dans les 4 libertés dont on parlait, c'est la liberté de s'installer dans un autre pays de l'Union et d'y travailler. Sans cette uniformité, néanmoins, comme je le disais, des régimes matrimoniaux, en particulier pour les couples de même sexe, puisque ça n'est pas forcément reconnu partout.
Certains pays de l'Union européenne considèrent les unions civiles et les partenariats enregistrés comme équivalents ou comparables au mariage. Tous les pays qui autorisent le mariage homosexuel reconnaissent généralement les partenariats enregistrés entre personnes de même sexe contractés dans un autre pays. Dans les pays qui n'autorisent pas le mariage homosexuel, mais qui ont instauré des formes de partenariats enregistrés, un mariage homosexuel contracté à l'étranger donne généralement les mêmes droits qu'un partenariat enregistré. Bon, ça, c'est la situation la plus favorable, on va dire. Mais la législation des pays de l'Union européenne ne prévoit pas les partenariats enregistrés dans les 6 pays suivants: la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Alors du coup, dans ces pays-là, c'est quand même plus difficile parce que vous ne pouvez pas être reconnu, même si vous êtes marié, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de partenariat enregistré qui vous donnerait une équivalence. Voilà, donc globalement, il y a du chemin à faire. Et pourquoi ça nous concerne aussi? Parce que nous, même dans nos démarches au quotidien, on se rend compte combien c'est important de sentir que le mariage homo qui existe en France est reconnu, par exemple, exactement au même titre en Belgique. Exactement, parce que c'était aussi pour nous, je veux dire, un élément important quand on a déménagé, de pouvoir arriver à être reconnu en tant que couple, de pouvoir continuer à bénéficier finalement des facilités qu'on a. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Et ça, c'est aussi quelque chose que, comment dire, quand on a fait le choix d'abord de se paxer puis de se marier, on a expliqué aussi à ceux qui n'ont pas forcément... compris pourquoi on n'en était pas resté au Pax, qui finalement était une si bonne idée pour beaucoup de gens. Alors, bon, au-delà, bien sûr, à un moment donné de l'idée de dire que on avait aussi envie de donner une certaine visibilité à notre couple et un sens à notre engagement. Voilà. Faut dire que notre Pax, on l'a signé dans un bureau d'un notaire parisien entre 2 rendez-vous pour des questions administratives quand on est venu en Belgique, parce qu'il faut expliquer un peu le contexte aussi. Pour le coup, on avait vraiment considéré le Pax comme un bête élément administratif qui nous permettait d'être reconnus comme conjoints au moment où Max a été nommé en Belgique. Y compris, par exemple, pour que le billet de Guillaume puisse être pris en compte par mon employeur. Attends, tu vas nous faire croire que notre Pax, ça réduit à un billet de Thalys ? Non, mais disons que voilà, quand vous déménagez et que vous déménagez pour des raisons professionnelles, le fait d'être reconnu comme couple vous donne aussi accès à des facilités que les autres couples hétéros auxquels ils ont accès. Il n'y a pas de raison de s'asseoir là-dessus. Mais plus fondamentalement, ce qui est important aussi, c'est, et on n'y pense peut-être pas toujours, et quand on vient dans un pays étranger, peut-être que ça a peut-être encore plus d'importance, c'est si jamais Guillaume ou moi avions un accident et nous trouvions à l'hôpital, aussi pour que l'autre puisse d'une part aller dans la chambre, enfin être reconnu comme parent proche et pouvoir aller simplement dans la chambre de celui qui est hospitalisé, et puis éventuellement, et si c'est nécessaire, pouvoir prendre des décisions pour autoriser une opération chirurgicale ou prendre des décisions qui sont nécessaires, avoir l'autorité pour le faire, parce que sinon, en gros, il faut appeler nos parents et qui, eux, à distance, doivent prendre ces décisions. Vous avez peut-être vu dans certaines séries parfois des couples qui ne sont pas reconnus parce que c'est des couples de même sexe, et donc par défaut, il y a peut-être cette homophobie ou ces règles qui empêchent le conjoint, le partenaire, de pouvoir en fait être auprès de celui qui est hospitalisé. Et nous, on avait aussi pensé à ça en se disant que quand on habite dans un pays étranger, on n'a pas peut-être les facilités qu'on peut avoir quand on habite dans la même ville que ses parents et tout ça. Et voilà, c'est plus facile. Si on se retrouve à être bloqué dans la salle d'attente et que globalement il faut attendre que les parents de l'autre voyagent pour arriver, enfin ça peut aussi être une question de vie et de mort. Et donc ça fait partie des questions auxquelles on n'a pas forcément envie de penser, mais qui sont importantes. Absolument. Donc on voulait faire un petit point pour vous donner un petit peu la température, mais globalement 6 pays sur 27, ça montre quand même que dans 21 pays, c'est possible de bénéficier
de cette reconnaissance. C'est beau, cette façon de voir le verre à moitié plein. C'est beau. Merci Max. Un deuxième sujet qui nous touche beaucoup, vous savez, c'est la question de l'Église et de la foi. L'Église catholique notamment, on a toujours été des grands supporters de cette espèce d'ultra-libéral destructeur des valeurs chrétiennes qu'est le pape François, n'est-ce pas ? Et de sa façon de préférer une Église de terrain à une Église de bureau, à une Église sociale plutôt qu'une Église doctrinale, comme je l'ai écrit récemment sur les réseaux sociaux. Et il ne nous a pas déçus récemment, puisque dans une lettre envoyée le 8 mai au père jésuite, que vous pouvez suivre, je vous encourage à suivre sur Twitter, c'est super intéressant ce qu'il fait au quotidien pour la communauté LGBT et dans l'Église catholique, le père James Martin. Il a écrit un courrier au pape, lui, James Martin, dans lequel il pose la question: quelle est selon vous la chose la plus importante que les personnes LGBT devraient savoir sur Dieu? Le pape François a répondu 3 jours après, c'est un courrier qui a été rendu public le 9 mai, « Dieu est Père et ne renie aucun de ses enfants. Et le style de Dieu est proximité, miséricorde et tendresse. C'est ainsi que vous trouverez Dieu. » Voilà, ça c'est la réponse du pape François dans cette lettre, à la lettre de James Martin. Et c'est une fois de plus une réponse qui nous montre combien on vit dans une église qui est extrêmement différente selon à quelle personne on s'adresse, et combien ce pape François est effectivement ancré davantage dans la société sur ce sujet-là, mais comme sur plein d'autres. On parle de l'homosexualité, mais on avance petit pas par petit pas. On parle de l'Église, qui est une institution présente au niveau planétaire, avec des vitesses d'avancée sur ces sujets-là extrêmement différentes. Dans certaines régions, ça recule, dans d'autres, ça avance. Il y a des pays comme en Belgique, on l'a déjà dit, on l'a déjà souligné, dans lequel on est à un stade où c'est presque devenu, je dis presque, mais parce que c'est presque, mais un non-problème. Et puis, on a effectivement, sur d'autres sujets, les divorcés remariés, les migrations, les questions sociales, avec le pape François, une église qui s'implique, qui prend position, qui secoue un peu le cocotier, j'ai envie de dire, qui secoue les choses et qui secoue les gens et qui secoue les fidèles pour éviter de se retrouver avec une église qui ne devienne qu'une église identitaire. L'identitarisme est aujourd'hui, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, une valeur qu'on retrouve beaucoup dans les politiques, notamment en France, mais qui n'a absolument aucun sens, puisque l'identitarisme est basé sur une espèce de nostalgie du passé, et on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas, on ne doit pas et on ne peut pas revenir dans le passé. On doit apprendre des erreurs du passé pour avancer dans le présent. Voilà, donc cette dernière prise de position nous touche évidemment. On rappelle tout de même que il y a certains passages du catéchisme de l'Église catholique qui sont toujours assez embêtants. Qui n'ont pas changé globalement. Alors, qui rappellent que les personnes homosexuelles doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Et puis, bam, au paragraphe suivant, on rappelle qu'elles sont appelées, ces personnes, à la chasteté, et que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Encore une fois, il y a l'église de bureau et puis il y a l'église de terrain. Je pense que là, c'est un assez bon exemple de combien il serait bien de remettre certaines choses à jour au sein de l'église, mais aussi combien, encore une fois, ici, on souligne les prises de position du pape François sur le sujet. Et oui, voilà, et on espère que l'Église va continuer globalement à avancer dans la bonne direction, dans une direction qui soit en adéquation avec son message d'amour. Merci la police. Alors, on voulait aussi vous parler, parce que Guillaume l'a mentionné dans le point Belgitude, le don du sang en Belgique. Du don du sang. Donc on va pas donner notre sang en Belgique tout de suite. Hein. Pour l'instant, c'est pas fait. On vous en a déjà parlé du don du sang en France, mais du coup, on va revenir dessus parce que c'est une chouette avancée. Exactement. Et parce que aussi, il y a 1 mois et demi, pour la première fois, Guillaume et moi avons pu donner notre sang. Moi, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas pu le faire. C'était l'épisode 16, si jamais vous voulez y retourner. Mais pour nous, pour tous les deux, en tout cas, c'était une grande première, effectivement. Et puis, c'était chouette aussi de pouvoir le faire. Et donc, voilà, c'était une très belle avancée. On voit que ça prend du temps parce qu'effectivement, en France, on a eu aussi cette passage de 12 mois à 4 mois d'abstinence. Alors, on espère que la Belgique
va aller dans la bonne direction. Et puis, ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi qui sont pris en compte et pour lesquelles la France a progressé dans le classement Rainbow Europe qui est établi par l'ILGA, donc qui est une organisation pour la défense des droits LGBTQIA+ dans le monde. Et donc ILGA Europe publie chaque année une carte des pays européens avec différentes couleurs en fonction des droits qui sont offerts aux LGBTQIA+. Et donc la France est remontée dans le classement puisque en termes de respect des droits de l'homme et de l'égalité... Pointe à la 7e position des pays européens. C'est une carte qui est toute fraîche, qui est sortie début mai, là. Voilà. Alors que la Belgique est toujours 3e dans ce classement. Et donc ça, c'est quand même super chouette. Et alors, c'est sur cette carte que je découvre que Malte est genre le pays le mieux placé. C'est assez hallucinant. On va creuser la question, c'est intéressant. On pourrait creuser la question pour un prochain podcast. Mais sur le sujet. On voit quand même que globalement sur cette carte, on a une diagonale verte qui va des pays nordiques jusqu'à Espagne et Portugal. Et puis ensuite, on a quand même le sud et l'est qui sont quand même globalement, à part la Grèce, et le Monténégro en difficulté quand même. Surprenante 8e place pour le Monténégro aussi. C'est intéressant. Mais c'est intéressant de regarder cette carte, en fait, de se rendre compte les diversités de prise en compte des droits des LGBT en Europe. On ne parlera pas évidemment de l'Europe de l'Est, de la Turquie ou de la Russie, où là on atteint des scores abyssaux, n'est-ce pas, en la matière, mais on n'est pas super surpris fondamentalement. Et puis le positionnement de la Suisse, par exemple, étonnant quand même. Tout à fait. Donc finalement, voilà, tout ça pour dire que on espère, et peut-être que cette carte va dans le bon sens. Enfin, quand on voit le chiffre de l'Italie, par exemple, ça aide pas. Mais on se dit que on peut espérer que progressivement, ça va devenir de plus en plus vert sur cette carte, et que globalement, dans l'Union, les droits des personnes LGBTQIA+ vont continuer à progresser. Et on sait qu'en France, il y a encore du boulot. Donc voilà. Tout à fait. Merci Max. On vous tweetera cette carte, bien sûr. Tweetera et mettra sur Facebook. Pour cette dernière rubrique, on voulait vous partager un coup de cœur, d'abord, d'une série qu'on a regardée sur Netflix qui s'appelle Heartstopper. Ben oui, tout à fait. L'année dernière, on vous avait parlé d'un court-métrage qui nous avait beaucoup touché, qui s'appelait PD. Et cette année, on reste dans le cinéma et on voudrait vous partager Heartstopper, qui est une série qui est disponible sur la grande plateforme Netflix, n'est-ce pas? Max, qu'est-ce que c'est finalement cette série? En gros, c'est une histoire qu'on aurait tous aimé vivre quand on était plus qu'on aurait tous aimé vivre. Voilà, c'est des collégiens, lycéens. On est plutôt au niveau du lycée. En Angleterre. C'est l'histoire de deux lycéens, oui. Voilà, qui, globalement, il y en a un qui est assumé homo et l'autre qui, globalement, découvre son attirance pour ce jeune. C'est une série qui nous décrit le parcours donc, de Charlie Spring, jeune étudiant ouvertement gay au niveau du lycée, et puis de Nicholas Nelson, star de l'équipe de rugby, assis à côté qui se retrouve assis à côté de Charlie dans ce qu'on appelle en Angleterre une classe de vie scolaire. C'est un peu une classe de mentoring par les plus âgés, des plus jeunes sur les devoirs et des choses comme ça. Moi, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais enfin bref. Et donc, on voit l'évolution entre ce jeune Charlie ouvertement gay et qui ressent toutes les conséquences aussi. Un peu au lycée, bêtise. Vous imaginez bien. Au lycée, vous imaginez un peu le niveau, bêtises, une bonne part de bullying, il se fait insulter, de harcèlement, il se fait harceler. Voilà, et en même temps, lui qui est tout à fait
à l'aise finalement avec qui il est, avec ce qu'il est. Et il a son petit groupe d'amis. Et finalement, c'est ces deux, Charlie et Nick, que tout oppose, parce qu'il y en a un qui est la star sportive du lycée, avec un groupe d'amis très macho, et l'autre est en gros dans sa bulle, qui vit avec, qui a son groupe d'amis, c'est un peu les weirdos, les adolescents un peu nerds dans leur coin. Ça me rappelle un peu mon groupe d'amis à moi. Finalement, ils se retrouvent et on voit au fil de cette série les sentiments qui se développent, les questionnements qui se développent pour Nick. Et puis, qu'est-ce que c'est que sa sexualité ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça nous fait au quotidien ? Comment on fait pour l'assumer vis-à-vis des autres ? Voilà, et globalement, c'est une série qui est extrêmement bienveillante, qui a beaucoup de douceur, qui se termine bien. Même s'il y a des harcèlements et de l'homophobie quand même qui est représentée, et globalement c'est un message très fort. Beaucoup de gens qui ont commenté cette série disaient que eux ils auraient aimé voir une série aussi bienveillante quand ils étaient jeunes. Voilà, donc cette série est basée sur une BD qui s'appelle pareil Heartstopper, qui a été créée par Alice Oseman, et elle a été impliquée dans le tournage de cette série, et on retrouve visiblement un petit peu l'atmosphère qu'elle avait donnée à sa BD. Voilà, donc cette série, on l'a dévorée en 2-3 jours. 3 soirées, je crois. Il faut dire qu'il y a 9 épisodes. Qui durent 30 minutes chacun. Un peu plus de 30 minutes chacun, je crois quand même, mais qui sont assez longs, mais on a nos 30 minutes. Bon, en tout cas, c'est 9 épisodes qu'on a dévorés très vite et avec beaucoup de plaisir. Et on vous encourage, avec si une vous petite avez envie carmaille l'œil une fois de temps en temps. Ouais, il y a une petite poussière là, dans l'œil. On vous encourage, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ces épisodes. Voilà, en tout cas, beaucoup de bienveillance. C'est vraiment notre coup de cœur de ce mois de mai, on va dire. Très, très chouette. Et surtout qu'il faut quand même dire que je pense que pour beaucoup de personnes LGBTQIA+, la période du lycée était particulièrement pas géniale. Et qu'on aurait tous finalement aimé avoir une petite histoire comme ça, et peut-être avoir cette série aussi quand nous on était jeunes comme référence. On a eu d'autres choses, on a eu la chance d'arriver à un moment donné où on commençait à avoir des références. Petitement, Max me fait un tout petit avec ses doigts. Mais je suis désolé, je sais pas trop ce que j'avais comme référence quand j'étais au lycée. Hein. Au lycée, je suis pas. Alors peut-être pas au lycée, mais un peu plus tard, au début de l'université. Parce qu'après, tu as commencé à avoir ton ordinateur, et puis tu pouvais aller sur Internet, et puis tu pouvais trouver des choses, et tu pouvais télécharger de manière illégale des films. Il faut toujours qu'il ait raison. Il a raison, c'est terrible, c'est terrible. Mais il a raison. Bon, après, je pense que la période du lycée, il n'y a pas, à mon avis, grand monde qui trouve que c'était la meilleure période de son enfance. Je pense que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que je pense que c'est un moment où on découvre un petit peu son orientation sexuelle et que c'est pas évident. En tout cas, on a beaucoup aimé cette série et on vous conseille de la regarder, d'aller jusqu'au bout. On va pas vous dire la fin, mais elle se termine bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit, ça se termine bien, et ça c'est chouette. Parce que bon, voilà, il y a beaucoup quand même de films autour de ces âges-là où ça se passe pas si bien. On en a parlé tout à l'heure avec le suicide de ce jeune homme trans. C'est aussi une vraie réalité. Donc voir des choses qui se passent bien, c'est ces messages positifs qu'on a envie de voir et de partager. Alors le deuxième coup de cœur qu'on avait envie de vous partager en cette fin d'épisode Pride, c'est un coup de cœur récurrent du mois de mai. Guillaume ? Eh ben, on va vous parler de l'Eurovision. On aurait pu le mettre dans le podcast Euro Podcast, parce que c'est l'Eurovision, mais on va pas se mentir, l'Eurovision, c'est quand même les Jeux Olympiques homosexuels, hein, globalement. De la communauté LGBT. Voilà, c'est les Jeux Olympiques de la communauté. Comme disait Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, c'est un élément de soft power aussi pour faire passer un certain nombre de messages. Et rien que pour ça, c'est chouette. Et c'est un cadre de visibilité énorme. Donc voilà, il faut dire que Guillaume et moi, on a... c'est une petite tradition. On regarde la finale souvent avec des amis, kitsch, et on adore regarder. Enfin, voilà, je suis pas très fan des émissions de chanteurs et tout ça, mais on doit quand même dire que l'Eurovision est un tel show
Et ça fait tellement du bien. Et puis on se moque gentiment aussi un petit peu parfois de certaines chansons, de certains costumes. Il y en a qui prennent ça quand même très au sérieux. Hein. Genre 3 semaines ou 1 mois avant, ils ont déjà leur tableau. Ils commencent à suivre suivant toutes les quarts de finale, les demi-finales, les machins, mettre des notes classées. Nous, on le prend pas aussi au sérieux que ça. On fait d'autres choses, mais pas ça. Mais on est ravis de le suivre le soir de l'Eurovision. Et donc, cette fameuse grande messe pour la communauté LGBT, enfin, surtout pour les gays, il faut dire, sur Twitter, c'était la folie hier soir. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Absolument. Ouais, non, amusez-vous, connectez-vous sur Twitter pendant les soirées de l'Eurovision. C'est kitsch, il y avait le kitsch, les paillettes, le drama, les escaliers, les mises en scène. Beaucoup. On s'est un peu enquiquiné. Ouais, on va dire... Pour être tout à fait honnête, c'était pas notre meilleure Eurovision là dans le palmarès. Ouais, il y avait un peu moins quand même. Heureusement que les Moldaves sont arrivés à un moment donné pour réveiller tout le monde parce que sinon on se serait endormi tout de suite quoi. Bon, allez, on fait le point sur les résultats. On va faire le point sur les résultats effectivement avec sans grande surprise puisque c'était l'immense favori des bookmakers, n'est-ce pas, l'Ukraine qui est arrivé en tête. Comme quoi on voit aussi que les problématiques politiques ne sont jamais très loin de l'Eurovision. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu insinues là, Max ? Tu veux dire que c'est un résultat qui pourrait potentiellement être lié aussi à un contexte international ? Ouais, c'est ça. Disons que culturellement, artistiquement, c'est pas ceux qui m'ont le plus emballé, mais en même temps, je trouve ça très chouette d'avoir un signal très fort qui est envoyé. Comme je l'ai dit sur Twitter hier, on ne critique pas. C'est les seuls qu'on ne critique pas cette année. C'est particulier. Par contre, attention, les années suivantes, je vous préviens. Et alors, le président Zelensky, qui avait déjà commenté en disant que s'il gagnait l'Eurovision, il gagnerait la guerre, a dit, voilà, maintenant le principe, c'est que celui qui gagne, c'est lui qui accueille la prochaine édition. Et donc, il a dit, on accueillera la prochaine édition à... Mariupol. C'est une belle ambition. On leur souhaite, c'est une belle ambition, et on souhaite que l'Europe soit derrière eux pour les aider à accomplir cette mission, entre guillemets, à aller jusqu'au bout, et effectivement à pouvoir faire ça à Mariupol. Ça serait un beau symbole, en tout cas. Ce serait un beau symbole. Voilà, on en espère d'autres. Mais bon, c'était quand même une soirée sympa. Oui, mais comme d'habitude, avec un bon petit verre, une bonne petite glace. Ça passe bien, finalement. Et puis surtout, on n'attend plus les résultats pour aller se coucher, parce qu'on est trop vieux, et puis parce que franchement, qui veut aller se coucher à 1h du mat ? Pour ça. Non, mais surtout que, on n'avait pas de soirée avec les potes cette année. Autre beau symbole, quand même, hier. Le duo franco-allemand uni jusque dans la défaite, avant-dernier pour la France et dernier pour l'Allemagne. On a une grosse pensée pour nos amis allemands qui terminent dernier pour la 2e année de suite. Alors que j'avais beaucoup aimé leur prestation l'année dernière. Ah non, c'était les Anglais l'année dernière. C'était les Anglais qui ont fini second cette année, donc comme quoi rien n'est perdu. Anglais qui ont fini second, comme quoi d'une année sur l'autre, voilà. Et les 3e, c'est les Espagnols, c'est ça ? Ouais, c'est ça, et les Suédois au 4e, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens même plus de ce qu'ils ont fait. Les Espagnols, on se souvient d'une présentation tout en cuisse, n'est-ce pas ? Voilà. Ce sera tout pour ce petit point Eurovision. Si jamais vous trouverez toutes les informations et tout le palmarès sur les réseaux sociaux et le site de l'Eurovision. Voilà, pas beaucoup de prestations en dehors de l'anglais. Hein. Majoritairement, c'était l'anglais, avec très peu de prestations dans des langues nationales. On félicite tous ceux qui ont tenu les langues nationales. Le breton n'est pas une langue nationale. Point. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Pride Podcast, aka 19e épisode de notre saison 3. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre soutien précieux. Et comme on vous l'a dit au début de ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre une petite note pour nous soutenir. Ça aidera beaucoup à la visibilité du podcast. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou pour les plus au taquet, évidemment, le dimanche soir en vrai. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Profitez du soleil. Gros bisous et à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.